dans ce webinaire au nom du ministère de la Mobilité et des Travaux publics, du ministère de l'Économie et du ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire en collaboration avec Luxinnovation. Je vous souhaite la bienvenue pour cette présentation du nouveau dispositif temporaire d'aide financière instauré en avril 2023 en faveur des entreprises investissant dans des véhicules utilitaires lourds, alors c'est-à-dire les catégories N2 et N3 à zéro émission. Bien évidemment, vous pouvez tout au long de cette présentation poser vos questions à droite de l'écran, en haut. Les intervenants s'efforceront de répondre à un maximum de questions. Voilà, sans plus attendre, nous allons démarrer cette présentation. Je passe la parole au représentant du ministère de la Mobilité et des Travaux publics, M. Gilles Caspar. Bonjour tout le monde, mon nom est Gilles Caspar, donc je travaille au ministère de la Mobilité et des Travaux publics à la direction de la technique automobile qui est en charge de tout ce qui est immatriculation, homologation, contrôle technique, mais aussi les transports exceptionnels. Mais on s'occupe aussi pour ces parcs de véhicules et pour l'infrastructure de recharge accessible au public de tout ce qui est du volet décarbonisation, donc aussi sur l'hydrogène. Donc, vous voyez ici, c'est un peu un aperçu de ma présentation qui dure environ 15 minutes, où je voulais vous donner un petit aperçu sur le parc automobile des véhicules utilitaires lourds au Luxembourg, les définitions du véhicule à zéro émission, surtout mentionner une étude qu'on a menée dans ce cadre-ci sur coût total de possession des véhicules utilitaires lourds, mais aussi, sans oublier, toutes les autres mesures d'incitation qui sont en train d'être mises en place au niveau national, mais aussi européen pour la promotion des véhicules à zéro émission lourds. Voilà. Et ensuite, voilà, c'est mes collègues du ministère des prendre et vous faire la présentation sur le régime des subsides qui a été mis en place et les collègues du ministère de l'Énergie pour présenter qui sont déjà en place sur l'infrastructure de recherche accessible au public ou même privé dans vos dépôts. Donc, non, désolé. Je ne sais pas si je peux. J'ai cliqué. Ah, voilà. Donc, voici les chiffres très récents de l'ESNCA de début juin sur les véhicules utilitaires lourds au Luxembourg utilisés pour le transport de marchandises. Donc, si on parle de camions, donc un camion isolé, un ensemble, là, on a deux différentes catégories. Donc, le N2 avec une MMA, une masse maximale autorisée entre 3,5 tonnes et 12 tonnes, et le N3 entre 12 et 44 tonnes. Pour ces véhicules-là, on a 1500 camions N2 immatriculés et environ 4000 N3. Ensuite, il y a évidemment les tracteurs routiers, donc les véhicules articulés, le N3, où il y a encore 5000 véhicules qui s'y ajoutent. Donc, au total, on a un parc d'environ 10 000 véhicules au Luxembourg, ce qui est déjà pas si mal, mais évidemment, ils font partie des environ 500 000 véhicules immatriculés au total au Luxembourg. On a aussi profité de demander à l'Asentia les données anonymisées sur le kilométrage de ces véhicules. Donc, comme ces véhicules doivent passer annuellement au contrôle technique, on a des assez précises et on a regardé avec notre consultant pour voir quel est le kilométrage journalier de ces véhicules calculés sur les jours ouvrables. Donc, on voit quand même des grandes différences entre ces catégories-là. Donc, pour les camions, les N2 et N3, on voit que la distance kilométrique parcourue fortement entre 0, 100 et allant jusqu'à 200 km. Ceux qui parcourent plus que 200 km par jour, ils sont un peu moins. Par contre, si on regarde les véhicules articulés, évidemment, sans surprise, on voit que ces véhicules parcourent de longues distances entre 400 et 500 par jour, donc probablement
très vraisemblablement à travers toute l'Europe. Ceci est aussi très important au niveau d'électrification, donc surtout pour les camions 1.2 et 1.3, il y a maintenant des véhicules qui sortent sur le marché qui ont déjà cette autonomie de 200-300 km et donc on voit là de très grandes opportunités parce que vous pouvez les utiliser ou exploiter pendant toute la journée et idéalement ensuite recharger dans votre dépôt. Pour les tracteurs routiers, évidemment, là, c'est clair que comme ces véhicules parcourent une très longue distance, vous avez besoin de recharger autre part, ailleurs dans un dépôt à votre destination ou aussi sur des stations de recharge accessibles au public. Donc, autre particularité au Luxembourg, comparé à d'autres membres, dont il faut aussi tenir compte, c'est que les véhicules utilitaires lourds immatriculés au Luxembourg parcourent en moyenne la majorité de leur kilométrage à l'étranger et la majorité des véhicules utilitaires lourds qui parcourent au Luxembourg, et notamment souvent le traverse, sont immatriculés à l'étranger. Ainsi, au niveau de réduction des émissions de CO2, une décarbonation du port des poids lourds au Luxembourg n'a pas directement un impact sur l'entièreté des émissions du secteur des transports routiers attribués au Luxembourg. Et c'est certainement quelque chose dont le gouvernement doit aussi tenir compte. Si on passe maintenant aux définitions, qu'est-ce qu'il y a un véhicule utilitaire à zéro émission? Donc, le gouvernement s'est basé sur les définitions européennes. Donc, il y a 3 différents types de motorisation qui sont qualifiés en tant que zéro émission. Donc, il y a le véhicule électrique, qu'on appelle encore souvent l'électrique pur, où évidemment il y a la batterie au bord et avec tout le drivetrain est alimenté par cette batterie. En anglais, on l'appelle Battery Electric Vehicle ou BEV, avec l'acronyme BEV. Je les mets ici parce que dans certains des prochaines ces acronymes. Ensuite, deuxième motorisation, c'est les véhicules à pile à combustible à l'hydrogène. En anglais, c'est Fuel Cell Electric Vehicle avec l'acronyme FCEV. Et une particularité pour les véhicules utilitaires lourds, il existe au niveau européen une troisième motorisation éligible ou qui est doté zero emission. Ce sont des véhicules avec un moteur à combustion interne, mais dont les émissions de CO2 sont inférieures à 1 gramme par kilowattheure. Donc, à l'heure actuelle, il existe seulement une technologie dont c'est le moteur à combustion à hydrogène, encore appelé H2 ICE, ICE pour Internal Combustion Engine. Contrairement ces véhicules ne sont pas encore sur le marché, mais ils sont en train de développement. Ils sont aussi en train de développement ici au Luxembourg. Mais comme il s'agit d'un moteur à combustion, il y a encore beaucoup de carburants qui y sont associés, notamment comme l'hydrogène est cher. Mais c'est surtout une solution pour des véhicules spécialisés qui ont une durée et qui ne parcourent pas trop de kilomètres en journalier. Et là, c'est aussi possible pour ces véhicules spécialisés de faire un rétrofit vers le zero emission. Et je pense que ça pourrait être une solution dans certains cas qui pourrait être intéressante. Autre point important à mentionner, les carburants synthétiques ou le diesel HVO, Hydrotreated Vegetable Oil, ne sont pas considérés au niveau européen comme des véhicules à zéro émission. Et pour cela, le gouvernement a aussi décidé de ne pas attribuer un subside à ces véhicules avec des motorisations de transition. Le gouvernement n'a pas encore mis des objectifs concrets sur la décarbonisation des véhicules. Je pense que c'était un peu trop tôt pour le faire. Mais le Luxembourg a signé à la dernière COP, donc la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, un accord avec d'autres pays, dont notamment les Pays-Bas, la Belgique, le Canada, les pays nordiques, la Suisse, le Royaume-Uni, mais aussi les États-Unis. Le Global Memorandum of Understanding on Zero Emission Medium and Heavy Duty Vehicles, où les pays signataires sont en train de regarder avec tous les autres acteurs du monde des véhicules utilitaires lourds, donc
les constructeurs, mais aussi les gestionnaires des réseaux de distribution, aussi les entreprises qui mettent les bornes de recharge, de voir comment on peut s'échanger sur les best practices pour promouvoir la décarbonisation de ces véhicules. Il y a aussi des ambitions qui ont été articulées, mentionnées, c'est qu'en 2030, 30% des nouveaux véhicules qui vont cette année-là être immatriculés seraient des zero emission vehicles, et pour 2040, 100% des véhicules seraient à zéro émission. Il y a aussi déjà une première application concrète de ce Memorandum of Understanding, c'est le tout nouveau outil pratique CETI, le Zero Emission Technology Inventory. C'est un inventaire sur l'offre existante et future de tous les véhicules utilitaires lourds à zéro émission. Donc, vous voyez ici le lien Internet et où vous pouvez y aller. Ensuite, vous sélectionnez l'Europe, les différents types de motorisation. Si c'est un véhicule actuel ou futur que vous voulez voir, vous pouvez faire le choix du type de véhicule, donc bus, autobus, autocar, camion, camionnette, les tractor trailers ou aussi les voitures à benne. Vous avez tout dessus. Ensuite, vous voyez la liste de tous les constructeurs qui offrent un tel véhicule en Europe. Et ensuite, vous allez voir les spécificités et notamment aussi le prix et les personnes de contact. Voici un slide sur les résultats de l'étude que j'avais mentionné tout au début. Donc, cette étude a été mandatée par le ministère de l'Économie, le ministère de l'Énergie, de l'Environnement, des Transports. Il y a 2 consultants qui ont été... L'idée, c'était d'analyser le coût de possession, qu'on appelle encore le coût de cycle de vie, ou en anglais TCO, Total Cost of Ownership, des véhicules utilitaires lourds. On sait bien pour le transport de marchandises que c'est un secteur où le TCO est le facteur de compétitivité le plus important. Donc, je pense que c'était assez important de se baser sur cela. Et ce que le consultant a fait, il a regardé aujourd'hui pour les motorisations de moteurs à combustion interne, qui avec l'acronyme ici ICE pour Internal Combustion Engine, pour le BEV et aussi pour le Fuel Cell Electric Vehicle. Il a assemblé tous les paramètres nécessaires pour calculer le TCO, donc le prix d'acquisition et ainsi d'amortissement du prix de ces véhicules, les coûts de l'énergie pour le ou la recharge, les besoins en infrastructure, comme notamment les bornes, les coûts de maintenance et aussi toutes les taxes à payer, etc. Voici les résultats. Donc, pour les 3 catégories mentionnées, le camion N2 et N3 et aussi les véhicules articulés sur une période de 5 ans. Ce qu'on voit clairement aujourd'hui, que les véhicules à zéro émission sont aujourd'hui, et important de mentionner ceci, pas encore compétitifs comparés aux voitures à combustion interne, mais il y a de très grosses différences entre les véhicules. Donc, l'électrique est dans certains cas encore pas si loin, donc notamment pour les camions N2 que vous voyez à gauche, mais aussi pour les véhicules articuliers. Et pour les derniers, c'est surtout le cas comme ces véhicules beaucoup de kilomètres et le prix de la recharge par kilomètre est en général inférieur au prix équivalent de diesel. Mais comme je l'avais déjà évoqué, il faut un véhicule recharge beaucoup aussi au cours de route, et quand l'offre n'est pas encore existante, évidemment, ça peut être un peu plus compliqué pour l'instant. Autre constat, c'est que le véhicule à hydrogène est encore nullement compétitif et que les coûts sont vraiment souvent encore au double de ce que vous voyez pour la combustion interne ou l'électrique. Avec les résultats de cette étude, le gouvernement a pris la décision de mettre en œuvre un subside que Randy Critus va vous présenter directement après en détail. Mais il faut toujours dire que le gouvernement a pris cette décision sur la législation actuelle en vigueur et a essayé de donner le maximum qu'on puisse donner aujourd'hui en tenant compte de toute la réglementation sur les États aux entreprises. Donc, maintenant, je suis dans la partie sur les
mesures pour promouvoir les véhicules à zéro émission. Cette première mesure ne concerne pas directement les véhicules utilitaires lourds, mais plutôt les camionnettes. Mais vu l'actualité et va probablement entrer en vigueur encore cette semaine, je voulais quand même l'évoquer et je pense que certains de vous ont certainement aussi des camionnettes N1 dans votre flotte. Donc, le gouvernement avait en octobre lancé le projet de règlement grand écart pour modifier le code de la route aux titulaires d'un permis de la catégorie B de conduire une camionnette électrique qui dépasse la MMA de 3,5 sans pour autant dépasser 4,25 tonnes. Donc, concrètement, cela veut vous avez une camionnette électrique dans votre parc et que le poids de la batterie est de 5 grammes, à l'ASNCA, ce véhicule peut être immatriculé de sorte que c'est bien indiqué sur la carte grise que le poids de la batterie est de 500 kg et ainsi votre masse maximale peut augmenter de 500 kg. Donc, dans ce cas-ci, la masse maximale serait de 4 tonnes. La seule condition qui est ajoutée, c'est qu'il est interdit d'atteler une remorque à ces véhicules. Voilà. Et comme déjà évoqué, cette mesure va prochainement, j'espère encore cette semaine, entrer en vigueur et envoyer aux différentes chambres un communiqué sur cela. Autre mesure qui va dans le même sens et qui concerne évidemment les camions et les véhicules articulés, c'est qu'il y a une décision des ministres Benelux pour faire la même chose pour les véhicules M3 et d'augmenter la MMA qui est aujourd'hui limitée à 44 tonnes, d'1 tonne pour les carburants à substitution et de 2 tonnes pour les carburants pour les véhicules à zéro émission, dont notamment les 100% électriques et les véhicules à pile à combustible à l'hydrogène. Et cette mesure est en train d'être révisée par le Conseil. On attend encore l'avis du final du Conseil d'État, mais on peut estimer qu'avant l'année, cette mesure sera aussi applicable. Il y a pour l'instant au niveau européen la directive sur le Weights and Dimensions for Heavy Duty Vehicles qui être révisée et probablement ça va aller au niveau européen dans le même sens, mais comme cette procédure de modification de la directive va certainement encore prendre 2 années, je pense que c'est bien que cet accord ait déjà été trouvé au niveau du Benelux et que cette mesure sera applicable au Benelux. Donc, même avec votre véhicule, avec les 46 tonnes, vous pouvez aussi alors passer à travers la Belgique et les Pays-Bas. Autre mesure très importante, c'est l'infrastructure de la accessible au public. Donc, il y a un nouveau règlement européen qui est en train d'entrer en vigueur. Donc, c'est sur le déploiement d'une infrastructure alternative. Dans les médias, vous avez certainement entendu de ça. C'est souvent évoqué que pour les voitures, il y aura tous les 60 km une borne de recharge, mais ce qui est souvent pas mentionné, que la même chose est prévue pour les camions. Donc, des bornes de recharge dédiées aux véhicules lourds devront être installées à travers toute l'Europe, tous les 60 km, et dans les deux sens de la circulation. Même aussi des puissances de recharge assez conséquentes sont prévues sur ces différents sites. Ce réseau doit être finalisé en 2030, mais il y a des objectifs minimaux intermédiaires qui ont été fixés. Donc en 2025, il faut déjà que 15% du réseau total soit équipé et en 2025, 50% du réseau soit équipé. Ensuite, finalement, fin 2030, tout le réseau. Pour l'hydrogène, il y a aussi des objectifs qui ont été fixés. Donc, tous les 200 km, une station de ravitaillement en hydrogène qui est capable d'accueillir les véhicules légers, mais aussi les véhicules lourds. Et au Luxembourg, il faut savoir que cette première station d'hydrogène, qui est aussi capable d'accueillir les camions, va prochainement ouvrir ses portes, et ceci au centre routier sécurisé à Bétambourg.
Voilà. Et ceci, c'est mon dernier slide, mais je pense que c'est le slide le plus important. Le TCO est aujourd'hui pas encore compétitif, et même avec qu'on va vous présenter dans la prochaine présentation, ils ne seront pas le TCO ne sera pas encore au même niveau, mais il faut savoir que presque tous les experts dans le domaine sont quand même d'avis que cela va se changer dramatiquement dans les prochaines années. Donc, il y a deux mouvements. Donc, d'un côté, c'est déjà assez clair que pour les voitures à combustion interne, que probablement les coûts vont augmenter. Donc, au niveau national, s'y ajoute la taxe de CO2 qui va encore monter les prochaines années de 5 euros par tonne de CO2. Au volet international, il y a aussi plusieurs mesures qui ont été prises par la Commission européenne. Donc, concrètement, il y a déjà l'Eurovignette qui a été principe de l'utilisateur, que le principe de l'utilisateur du pollueur est appliqué de manière plus conséquente. Ces nouveaux tarifs seront applicables l'année prochaine et à partir de 2025, tous les autres types de droits d'usage seront aussi applicables pour tous les véhicules dédiés au transport de marchandises avec une MMA supérieure à 3,5 tonnes. Et finalement, la Commission, à partir de 2030, tous ces modèles de droit d'usage, comme l'Eurovignette, doivent être abrogés et de préférence être remplacés par des modèles de payage où, évidemment, il faut payer sur les kilomètres parcourus et non pas sur le temps d'utilisation de cette infrastructure. S'y ajoute qu'il y a pour l'instant le nouveau règlement sur les RCED pour les véhicules lourds qui est en train de négociation et certainement ça va aussi augmenter les coûts d'acquisition de ces véhicules. Finalement, une mesure qui n'est pas pour Hambourg, mais vous le savez certainement à l'étranger, donc notamment en Belgique, aux Pays-Bas, il y a des zones à zéro émission qui ont été annoncées, et aussi en France, une cinquantaine à zéro émission vont être installés dans les grandes villes, et cela évidemment aura aussi un impact négatif sur le type des véhicules à combustion. Pour les véhicules à zéro émission, évidemment, il y a pour l'instant des subsides importants, des subsides européens et aussi des subsides nationaux qui sont déjà en place ou qui sont en train d'être mis en place. Il y a les prix des véhicules vont encore baisser. La densité énergétique des batteries vont ainsi devenir plus petites et moins lourdes avec la même autonomie. Et aussi les vitesses de recharge vont aussi fortement augmenter. Et si vous avez ainsi la possibilité de combiner l'électrification de votre parc avec, par exemple, une installation photovoltaïque, vous avez la possibilité de devenir beaucoup plus autonome en ce qui concerne les coûts d'énergie. L'hydrogène, c'est un peu plus compliqué. Donc, pour ces démotorisations d'hydrogène, ils sont encore très loin d'être compétitifs. Qui doutent que ceci va être le cas dans le futur. Et les conclusions de l'ITF, donc de International Transport Forum, où j'ai ici mis des extraits de leurs études récentes dessus, ils sont assez clairs. Ils disent que l'électrique sera, même sans subside, très probablement plus compétitif que le thermique et l'hydrogène, et l'avenir du transport de marchandises par route sera l'électrique. Donc, c'est un peu le consensus de la plupart des experts que si vous avez la possibilité d'électrifier votre parc automobile, d'électrifier le parc directement avec des véhicules à 100% électriques, à moyen terme et surtout à long terme, ce sera certainement plus compétitif. Mais on sait très bien que c'est un très long processus pour le faire. Il faut au niveau d'infrastructure de dépôt, formation de vos équipes, des prix d'acquisition assez élevés. Donc, c'est certainement quelque chose d'important. Le gouvernement, avec le subside qui vient d'être qu'il a mis en place, il veut inciter, vous, les entreprises, à faire des tests avec quelques véhicules pour que vous puissiez gagner en expérience dans ce et pour regarder comment vous pouvez décarboniser votre flotte de véhicules.
Voilà. Voilà, je suis au fin de ma présentation et je donne directement la parole à Quintus du ministère de l'Économie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles. Je vais juste... Tac. Présentation, voilà. D'accord. Bon, merci beaucoup, Gilles. Bienvenue de mon côté. Voilà, je m'appelle Randy Quintus, je suis au ministère de l'Économie aujourd'hui et voilà, je m'en occupe des dossiers en ce qui concerne aide financière. Comme déjà annoncé, je vais vous expliquer en quelques slides cette nouvelle aide. Donc voilà, et c'est parti. Voilà, l'aide est en faveur de l'acquisition des véhicules utilitaires lourds, catégorie N2 et N3, comme déjà expliqué par monsieur Gilles Caspar, à zéro émission. Le but ici, c'est vraiment de faciliter et accélérer en fait l'acquisition des véhicules de transport de zéro émission au Luxembourg. Bon, il faut quand même dire que ce type d'aide a été créé suite à un accord tripartite. Donc, il s'agit, autrement dit, il s'agit d'un, pilote projet également, comme déjà expliqué par, Gilles Caspar, que le but ici, c'est bon, d'abord, aider les entreprises qui sont motivées en ce qui concerne la transition vers la mobilité verte. Hem, Également, ministère, et comme gouvernement, en fait, d'apprendre, suite à ce type d'aide, les différents types, de défis et cetera, à ce sujet et suite à cela, donc améliorer, cette procédure, peut-être avec un nouveau type d'aide ou bien en modifiant ce type d'aide actuellement disponible. Cela dit, voilà, ce type d'aide est actuellement, limité aux projets qui ont une certaine envergure, je vais expliquer cela, dans les prochains slides et le type d'aide financière se fait sur simple demande écrite. Donc on ne fait pas d'appel à projet, on ne fait pas de classement, donc vous faites une demande d'aide et on va commencer et cetera. Donc pas d'appel à projet. Voilà, donc quels investissements sont à réaliser? Bon, comme déjà expliqué, bien évidemment, les camions de catégorie N2 et N3, de soit, d'une motorisation électrique pure ou bien à combustible à l'hydrogène, donc d'après notre définition d'une motorisation à zéro émission. Également, les coûts de reconversion, autrement dit le rétrofitting d'un véhicule utilitaire lourd à moteur à combustion en un véhicule à zéro émission sont également pris en compte ici. Concernant le montant de l'aide, il se calcule en fait, sur base du surcoût, bon, c'est-à-dire donc, la différence entre le coût d'acquisition d'un véhicule à zéro émission et on considère donc également donc le véhicule équivalent à moteur à combustion interne et là on prend le surcoût et l'aide se calcule, en se basant sur ce type de surcoût. Ou bien, hors du, rétrofitting, voilà les coûts de reconversion. Attention, très important, les véhicules d'occasion et les leasing ne sont pas admissibles, donc que les véhicules neufs. Bien sûr, pour le c'est autre chose, mais voilà, en concernant, l'acquisition de véhicules neufs, voilà, hein, c'est juste pas pas d'occasion et ni le leasing. Également les coûts d'exploitation, donc autrement dit OPEX ne sont pas admissibles dans ces cas et on considère les coûts, sans impôt, donc sans hors TVA et cetera. Ici, vous avez un petit, tableau qui résume, l'aide actuellement disponible. Voilà, comme déjà expliqué, donc, on considère le surcoût ou bien, les coûts de reconversion. Voilà, il y a une différence en ce qui concerne le taux d'aide maximal. Si vous êtes une petite entreprise, vous pouvez bénéficier d'une jusqu'à 60, moyenne entreprise 50 et pour une grande entreprise, un taux d'aide maximal de 40. Attention, il existe, par contre, un plafond en ce qui concerne, ce subside. Donc,
chaque groupe ou bien une entreprise ne peut avoir que 300 000 euros, ne peut pas dépasser une aide de 300 000 euros. Voilà, bon, afin de mieux expliquer, très plus simple de vous démontrer cela à l'aide d'un exemple. Ici, une entreprise moyenne qui voudrait s'acheter, dans ce cas, 3 camions, électriques purs, 16 tonnes, donc de la catégorie N. Dans cet exemple, le prix de vente, pour un tel véhicule en diesel serait de 55 000 €. Voilà, le modèle en véhicule électrique pur, c'est de 290 000 €. Le coût serait donc 235 000 € et c'est ce surcoût qu'on considérait pour l'aide. Il s'agit d'une moyenne entreprise, donc on prend 50. Donc on aurait une subvention maximale par véhicule, 17 500 €. Bon, vu qu'il s'agit de 3 camions dans ces cas, par 3 et on est à 352 500 €. Mais vu qu'il y a ce plafond, donc l'entreprise ne peut pas dépasser 300 000 €. Donc dans ce cas ici, la subvention maximale serait de 300 000 €. Voilà. Considérons, la procédure administrative. Bon, si vous avez déjà fait une, demande d'aide chez nous, bon, c'est rien de nouveau. En gros, toute information vous trouvez sur guichet, pas seulement pour ce type d'aide ici, mais en général. Donc, là, vous trouvez toutes les informations supplémentaires. Demande d'aide, ça se fait via myguichet.lu. Donc, il faut avoir, les outils, LuxTrust et cetera, donc et vérifier que vous avez toutes les accès nécessaires d'abord et en général, nous vous conseillons de, contacter la Lux Innovation en ce qui concerne le soutien du projet au début. La Lux Innovation, a vraiment des agents très là-dessus, ils peuvent vous renseigner, et c'est un service gratuit, je dirais win-win pour tout le monde. Donc, ici, vous avez juste en quelques étapes, en gros, la procédure, concernant, en général, mais également pour ce type d'aide actuellement disponible pour les véhicules utilitaires lourds. Donc premièrement, comme déjà expliqué, veuillez contacter, d'abord Lux Innovation pour vérifier si vous êtes éligible, si le projet est éligible ou bien si, l'entreprise est éligible et cetera. La Lux Innovation peut vous consulter en ce qui concerne, les pièces jointes à remplir et à fournir et cetera. Donc, ils font un support dans l'établissement du dossier d'aide et voilà, à partir de l'étape numéro 4, donc soumission sur, myguichet.lu, c'est le ministère de l'économie qui s'occupe de votre dossier. Voilà. Vous avez une capture d'écran du site guichet.lu. Là, vous voyez sur les rubriques, financement et aide, régime, protection de l'environnement et voilà, comme vous voyez ici, vous trouvez toutes les informations de cette page. Vous pouvez même accéder sur ma guichet, voilà, sur la démarche. Il faut, comme déjà expliqué, du LuxTrust dans ces cas. Également, les pièces jointes nécessaires sont également disponibles ici et après, vous pouvez faire votre demande, de paiement également, sur myguichet.lu. Voilà, quelques explications supplémentaires et tout d'abord, effet incitatif, très important, très, très important. Il faut vraiment garantir que vous n'avez pas encore signé de devis avant la soumission du projet. Donc, je vais juste Ups, ici, donc, partir de l'étape numéro 4, vous pouvez signer, un devis pour ce type de véhicule avant, ne veuillez rien signer. Donc, pour nous, c'est l'effet incitatif qui doit être respecté. Pour nous, donc, l'aide doit inciter l'entreprise à réaliser le pas le cas si elle avait réalisé les projets même sans aide étatique. L'effet incitatif de l'aide est présumé lorsque l'entreprise a soumis une demande le début des travaux. Donc juste en résumé, il nous faut
oui. Par contre, le devis ne devrait pas être signé. Après la soumission, vous pouvez signer les devis. Très important. Autre exclusion que les bons sont, je dirais, des conditions générales. Donc, les entreprises en difficulté ne sont pas éligibles, les acteurs publics, donc établissements publics, et cetera. Donc, comme déjà expliqué, la Luxembourg peut vous renseigner concernant ces critères et en général, ce sont des, je dirais, des typiques si vous avez déjà fait une demande d'aide chez nous, donc, c'est rien de nouveau. Bon, ça, c'est peut-être plus important, plutôt nouveau, je dirais. Les critères concernant les véhicules utilitaires à zéro émission. Voilà, ils doivent être utilisés pour le transport de marchandises, doivent être immatriculés au Luxembourg, doivent être neufs. Bon, évidemment, à l'exception du rétrofitting. Exploités au sein de l'entreprise récurrente pendant une durée minimale à partir de leur mise en service. Donc, voilà, il ne faut pas, profiter du subside et après, revendre le véhicule juste, après. Hem les véhicules à véhicules électriques, il faut, avoir un certificat qui indique que, l'électricité vient de 100 d'électricité renouvelable. Bon, ici, j'ai préparé quelques questions juste pour résumer en ce type d'aide. Donc, voilà, c'est quoi pour nous, un véhicule utilitaire lourd à zéro émission? Bon, en gros, si je peux me permettre à dire cela, c'est un véhicule, qui, n'exerce pas de CO2 lors du roulement, donc autrement dit, un véhicule, électrique pur ou bien à combustible à l'hydrogène. Quels investissements sont exactement subventionnés? Voilà, comme déjà expliqué, catégorie N2, N3. Concernant le trans bon, ici, vous avez, une exclusion concernant les camionnettes, comme annoncé par, monsieur Gilles Caspar. Bientôt, vous recevez encore une autre type d'aide, un autre type d'aide, concernant, les camionnettes c'est le Climat Bonus Mobilität, qui est disponible et le rétrofitting, voilà, qui est également, éligible dans ces cas. Comment calculer l'intensité d'aide pour l'acquisition de véhicules utilitaires à zéro émission? Voilà, c'est, en fait, juste un résumé du exemple que je vous avais, donné avant. Donc, c'est le jusqu'à 60 des coûts éligibles, une moyenne 50, 40 pour une grande entreprise, donc on considère soit la reconversion ou bien le surcoût qui est considéré. Bon, ici, vous avez juste un petit résumé en ce qui concerne la demande de paiement. C'est à peu près, la même procédure donc, sur MyGuichet. Là, vous pouvez régime, environnement protection et cetera donc, c'est juste pour info. De toute façon, ces slides, on va vous partager ces slides, après ce webinaire donc voilà. Voilà, ça c'est tout de mon côté et je donne la parole à monsieur Xavier Hansen pour, voilà, les infrastructures actuellement disponibles concernant ce type d'aide. Merci beaucoup. Voilà, bonjour aussi de mon côté. Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du Territoire. Je fais partie de la direction des marchés de l'énergie et je m'occupe dans notre ministère, entre autres, de tous les dossiers qui touchent à l'infrastructure pour la mobilité électrique. Et je vais aujourd'hui vous présenter les subsides qui existent pour une infrastructure de charge, tout aussi bien pour voitures que pour camions. Évidemment, je vais me focaliser sur les camions aujourd'hui. Donc, on a un régime en place qui est basé sur deux axes. Ce qu'on appelle l'axe 1, qui est qui vise des infrastructures d'une certaine envergure et qui fonctionne sur base d'appel à projet. Donc là, en fait, on ouvre un appel à projet où on détermine un certain... Les entreprises peuvent entrer leur projet et nous retenons dans les limites du budget, en fait, les projets qui ajoutent le plus de kilowatts de capacité de charge par euro de subvention. Pour simplifier les choses. Ce régime est assez
est donc aussi ouvert à l'infrastructure pour poids lourds, mais j'y viendrai plus tard. En fait, on a aussi la possibilité dans ce régime de faire des appels à projets spécifiques pour des infrastructures visant des types de véhicules spécifiques. Et donc là, je vais y venir plus tard, mais on a donc cette possibilité de faire des appels à projets spécifiques pour l'infrastructure de camions, et on pense aussi en complément au régime que Randy a lancé des appels dans cette direction. Alors l'axe 2, ça c'est une aide qui est en faveur des petites et moyennes entreprises exclusivement, qui est une aide plus simple, qui se fait en fait sur simple demande, sans devoir passer par la procédure quand même légèrement complexe des appels à projets, mais qui est évidemment plus limitée dans son budget, mais qui elle aussi est ouverte à une infrastructure pour camions. Donc ici, Randy a déjà montré, mais je crois que c'est vraiment important d'insister. Donc cet effet incitatif, le fameux effet incitatif qui dit qu'en fait, vous ne pouvez pas engager de travaux, donc vous ne pouvez pas signer de devis avant d'avoir remis le dossier auprès du ministère de l'économie. Une fois que le dossier est entré via MyGuichet, une fois que vous avez fait votre demande, vous pouvez commencer vos travaux, vous pouvez même construire l'infrastructure ou commander mettre en service le camion, mais c'est vraiment très important, si vous avez un devis, de ne pas le signer, de ne pas prendre d'engagement contraignant avant d'avoir remis votre dossier. Voilà, donc pour l'infrastructure de charge en général, donc pour les deux piliers de notre régime, quels sont les coûts admissibles? Donc, on subventionne exclusivement des coûts de CAPEX, donc des coûts d'investissement pour la borne en tant que telle, aussi pour tout ce qui est du renforcement du raccordement au réseau. Donc là, souvent, surtout pour des infrastructures un peu plus de puissance plus élevée, il faut éventuellement tirer un câble vers du gestionnaire de réseau, même poser un consommateur spécifique pour l'infrastructure de charge. Et ces coûts-là seraient donc éligibles dans les deux piliers de notre outil. Tout ce qui est système de gestion intelligente de la charge est aussi éligible. Tout dispositif permettant les transmissions de données, donc tout ce qui est back-end derrière votre système, en termes de CAPEX, serait éligible. Un système de paiement, bon, pour les infrastructures de camions dans le domaine privé de l'entreprise, évidemment, c'est moins important. Tout ce qui est la signalisation strictement dite du site, et évidemment les travaux de génie civil, vraiment qui se rapportent strictement à l'installation des bornes, ainsi que des dispositifs de sécurité qui sont obligatoires dans le contexte de l'installation des bornes. Néanmoins, ce qui n'est pas éligible, ce sont, tout d'abord, comme pour les camions, des composants d'occasion, mais aussi tout ce qui est donc un toit, une centrale photovoltaïque qui est attachée au qui peut avoir d'autres subsides néanmoins, ou la réfection de tout un parking, évidemment, ce ne sera pas éligible, tout comme les coûts d'exploitation, ce qui est, encore une fois, pour les camions, peut-être moins important, tout ce qui est des coûts que l'entreprise doit encourir pour se conformer à une obligation légale. Ça non plus, ce n'est pas éligible parce qu'on considère qu'il n'y a donc pas d'effet incitatif sur ces coûts. Voilà. Alors, il y a aussi d'autres critères. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais on peut en discuter dans les questions par après, où je peux aussi vous envoyer des slides plus spécifiques sur pour l'infrastructure de charge. Mais il y a des critères qui s'appliquent, comme pour les camions, que l'énergie doit être d'origine renouvelable. Donc, ça peut être certifié ou bien avec des garanties d'origine, ou bien par des contrats directs d'achat d'énergie renouvelable. Il y a une durée minimale d'exploitation des bornes de 5 ans. Une différence qui existe peut-être avec le régime des camions, c'est que pour les bornes, il est possible d'avoir un contrat de leasing sous condition que l'ensemble de la subvention intégré dans ce contrat, donc le client du leasing bénéficie de l'ensemble de l'aide, et que les bornes deviennent la propriété du client aussi à la fin d'une période de 5 ans au maximum.
Voilà. Alors, pour entrer un peu plus dans les détails, en ce qui concerne d'abord l'axe 1, donc on a nos appels à projets, on vient d'en terminer un la fin du mois dernier qui était ouvert de manière générale à toute la de charge principalement pour voiture, parce qu'elle est quand même actuellement plus rentable que la camion. Et donc, comme je disais, on a la possibilité dans notre loi de lancer des appels spécifiques pour une infrastructure réservée à certaines catégories de camions, justement, de véhicules, pardon, justement, comme par exemple, on pourrait donc faire un call spécifiquement pour les véhicules du type N2, N3. Et là, dans un appel spécifique comme ça, on a aussi la possibilité de donner un taux d'aide plus élevé que dans le régime normal, où le plafond est à 50% pour les infrastructures accessibles au public. Ici, on pourrait donner une aide ou un plafond d'aide de jusqu'à 70%. Bien sûr, dans un appel à projet, il y a toujours l'élément concurrentiel, donc vous aurez moins de chances d'être lauréat si vous demandez 70% d'aide, mais quand même, on peut donc augmenter l'aide par rapport au régime, tenir compte du fait que l'infrastructure de camion aujourd'hui est peut-être moins rentable que ce qui peut être des voitures. Ce qui peut aussi aider à contribuer aussi à refermer le gap qu'on voit aujourd'hui encore avec les camions. De concrètement réfléchir à un tel appel à projet, il est assez probable qu'on lancera quelque chose après les on est encore en train de réfléchir si on veut faire un appel qui vise strictement l'infrastructure privée des entreprises ou qui est aussi ouvert à des infrastructures pour camions accessibles au public. Donc, les détails sont encore en train d'être décidés, tout comme la date de lancement et le budget. Donc, je ne peux malheureusement pas vous nommer de détails, mais je peux déjà annoncer aujourd'hui qu'un tel appel sera vraisemblablement après l'été. Pour les PME, déjà aujourd'hui, la possibilité est plus simple, donc de passer par le régime qu'on a mis en place pour les PME, qui se fait sur simple demande, où on peut donc avoir jusqu'à 40% des coûts CAPEX en tant que petite entreprise ou 30% en tant que moyenne entreprise des coûts liés aux bornes et à l'installation des bornes proprement dites. S'il y a un système de smart charging derrière, pour un parc de plus de 4 bornes, on reçoit encore 10%. Donc, l'aide passerait alors à 50% pour les petites entreprises et 40% pour les moyennes entreprises. Et ce qui est important à dire, c'est que pour tout ce qui est partie renforcement du réseau, où on est conscient que c'est un coût assez significatif et qui est aussi assez hétérogène selon votre situation, on a donc décidé dans ce cas de donner jusqu'à 60% de ces coûts, ou néanmoins avec un plafond de 40 000 € pour tout ce qui est de l'infrastructure de charge en tant que telle, donc les bornes, et 60 000 € pour tout ce qui est raccordement au réseau. Et ces plafonds s'appliquent par entreprise sur la durée de vie du régime, donc vu en tant que groupe, donc toutes les succursales d'une entreprise tombent sous le même plafond. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que donc cette aide s'applique aussi pour les infrastructures pour poids lourds et pas seulement pour l'infrastructure de voitures classiques. Néanmoins, les plafonds sont évidemment cumulatifs. Si vous avez différents projets pour différents types de véhicules, vous devez rester en dessous de ces plafonds d'en tout donc 100 000 €. Voilà, ça c'était un petit résumé du régime d'aide qu'on a en place pour l'infrastructure de charge. Ce n'est pas vraiment le sujet principal d'aujourd'hui, donc j'ai préféré c'est bref. Évidemment, si vous avez des questions, on peut y passer maintenant. J'en avais lu quelques-unes dans le chat. Et je crois qu'on va donc maintenant passer à la partie FAQ de toute façon. Merci beaucoup, Xavier. Alors, petite précision, cette présentation sera disponible sur le site de l'Innovation et vous allez recevoir également assez rapidement le lien qui va vous permettre de revoir le webinaire en replay. On passe maintenant à la dernière partie de ce webinaire, les questions-réponses.
On a eu beaucoup de questions et quelques commentaires aussi, donc on va essayer d'en traiter un maximum. Alors, on commence. Je vais ouvrir, voilà, la petite liste. Oui, d'accord. Le premier était concernant un instant. Une question concernant le. J'arrive pas à aller au. Oui, pourquoi vous ne considérez pas le méthanol vert? Voilà, ça serait la première question. Qui aimerait répondre? En fait, Gilles Caspar a déjà répondu là-dessus. Voilà. Je ne sais pas sûr si Gilles... On a vu la réponse, peut-être, Randy? Bien sûr. C'est plus clair? On ne t'entend pas, Gilles. Sinon, je peux répondre à cette question en lisant la réponse. Voilà, donc, en fait, les émissions de CO2 sont considérables pour 1 gramme de kilowattheure. Donc, cette technologie est aussi éligible, mais selon nos connaissances, ceci sera propre. Voilà, ça, c'est la réponse de Gilles. Également, il faut dire qu'on se base sur les normes du côté de la Commission européenne et voilà, il faut toujours garantir qu'on respecte les normes, je dirais, au niveau européen afin de créer un type d'aide. Et dans ces cas, on a pris la décision de... Voilà. Voilà, on s'est basé sur les définitions européennes donc, pour mettre en place ce régime spécifique. Et voilà. Ça va. Après, merci. Après, il y a une question d'un participant qui demande quels seraient les prix approximatifs de l'hydrogène de la station prévue à Bettembourg. Et la réponse du ministère de l'Économie, c'était que le prix sera similaire à celui qui est disponible à l'étranger et que les prix disponibles à l'étranger sont consultables sur le site h2.life. Et aussi, il y a un commentaire d'un participant qui avait fait des tests sur un camion dual fuel diesel hydrogène et pour le ravitaillement en hydrogène à Anvers, ça avait coûté à peu près 25 € par kilogramme. Après, on a eu une autre question concernant s'il y aurait des aides en faveur d'investissement pour les stations de recharge pour des camions. Et ça a été répondu. C'était ma présentation, donc j'espère y avoir répondu, mais s'il y a encore des follow-up, on peut bien sûr en parler. Oui. Après, il y a une question concernant l'effet d'incitation, si l'effet incitatif est calculé à partir de la date de soumission du dossier ou s'il faut par contre attendre la validation ou le retour du dossier. Là, je peux répondre à cette question. Ça va. Ok, ça va. D'accord. Bon, en fait, vous pouvez engager les coûts à partir de la soumission du dossier. Donc, par exemple, si vous soumettez votre dossier aujourd'hui, donc demain, le 14, vous pouvez signer les devis. Et donc, 2-3 semaines plus tard, vous recevez une réponse de notre côté. Donc, voilà, il ne faut pas attendre une validation de notre côté. Donc, vous pouvez engager les coûts à partir de la soumission. Très bien, merci, Randy. Aussi, il y a une autre question concernant les cumuls potentiels de aides. Ça veut dire si une entreprise peut demander de l'aide pour les véhicules N2 et N3 et aussi demander une aide clé Foren pour les véhicules N1. Et si l'entreprise peut également demander une aide à l'installation des bornes de charge. Des projets séparés pour nous, donc on peut une demande pour les deux régimes d'aide en parallèle
une aide aussi bien pour ses camions que pour son infrastructure de charge. C'est d'ailleurs l'idée pour aussi aider à donc baisser le TCO qui existe actuellement. D'accord, merci. Une autre question, envisagez-vous encore cette année un nouvel appel à projet pour les infrastructures des véhicules VL? Oui, donc comme je le disais, pour les infrastructures de charge, on envisage certainement encore un appel, je le disais, pour les camions, pour un appel plus général. Là, on est en train encore d'évaluer pour l'instant l'appel qui vient de se fermer le 31 mai. Et on doit voir aussi en fonction des considérations pratiques qu'on a et en fonction du résultat de cet appel, quand lancer le prochain. On espère donner un peu plus de clarté là-dessus quand on annonce les résultats de l'appel du mois de mai, ce qu'on va essayer de faire dans les meilleurs délais. Merci. Alors, une autre question concernant le Fit for Sustainability Mobility au sujet de bonus pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride et les charging infrastructures. Ces bonus peuvent être octroyés pour les entreprises qui veulent changer leur flotte interne d'engins de manutention, par exemple, transpalettes, chariots, élévateurs, etc., dans leur site de production. Et deuxième question, dans ces cas, si c'est possible, y a-t-il des aides pour la mise en place d'infrastructures de recharge dans ces véhicules? Bon, je pourrais répondre à la première question. Heureusement, ce type d'aide actuellement disponible comprend seulement les transports de marchandises. Donc voilà, il faut garantir qu'il s'agit d'une aide, d'un véhicule catégorie N2, N3 lié au transport de marchandises. Donc a priori, je dirais que dans ce cas, ce type de véhicules ne sont malheureusement pas encore éligibles, au moins pour ce type d'aide actuellement disponible. Je ne sais pas si le ministère des Transports a peut-être une alternative, mais pour nos régimes actuellement au ministère de l'économie, il n'y a pas d'aide dans ce cas. Ok, alors on passe à la prochaine question. Si je comprends bien, le Luxembourg ne va pas tenir compte de génération de transition hydrogène dual fuel qui arrive à 97% de réduction de CO2. Je peux répondre à cette question. Et désolé, avant, j'avais des problèmes avec le micro, donc peut-être j'ai raté de répondre à plusieurs réponses. Concernant cette question-ci, bon, le dual fuel n'est pas considéré comme zero emission et comme le gouvernement voulait à ce stade-ci seulement faire un subside pour le zero emission, ça s'explique assez rapidement. Il faut dire que pour le dual fuel, il y a un peu il y a un peu le risque si le prix de l'hydrogène ils sont trop élevés, il y a le risque que les camionneurs vont seulement à utiliser le diesel au lieu de l'hydrogène, et évidemment ce sera pas environnement. C'est compliqué évidemment il y a certains pays ou régions, comme c'est écrit par M. Eysatz, comme la région flamande, qui mettent un subside pour cette technologie, mais il faut quand même dire qu'il y a aussi beaucoup de pays et des régions qui ne donnent pas un tel subside. Et pour l'instant, ça c'est la décision du gouvernement, mais je ne pourrais pas vous dire si ça va changer dans le futur. Merci. Ok, merci. On passe à la prochaine. Alors, est-ce que le kilomètre journalier présenté par Gilles Caspar sont uniquement sur base de kilométrage annuel ramené au jour ouvrable? Si c'est le cas, il y a tout de même des imprécisions. Le poids lourd ne font pas systématiquement le même kilométrage chaque jour. Oui, on le sait très bien, mais évidemment, il faut partir il faut un point de départ, et les données de l'ASNCA sont très détaillées, mais évidemment, ils ne donnent pas vraiment une indication précise sur l'utilisation journalière, mais on peut seulement calculer une moyenne en fonction du total des jours d'ouvrables par année. Mais dans le cadre de la même étude, on avait fait plusieurs appels à travers les différentes chambres des métiers, chambres de commerce, aux entreprises pour demander pour nos
données plus détaillées, des données plus détaillées sur les itinéraires journaliers réellement parcourus. Il y a 1 ou 2 entreprises qui ont répondu, malheureusement pas trop d'entreprises. On a essayé le mieux de se baser sur ces données, mais si on n'a pas de données, c'est difficile de les prendre en compte. Merci. Très bien. Alors, est-ce que le taux d'aide de 70% pour les bornes de recharge pour poids lourds sera aussi applicable pour une accessibilité en privé? Donc, ce qui est le cas, c'est que la base légale donne la possibilité d'aller jusqu'à 70% aussi pour les bornes privées. Après, il faudra, donc on doit encore décider au final le taux le plafond qu'on va appliquer. Mais je pense que ce sera en tout cas bien plus élevé que ce qu'on voit pour les bornes, les appels de bornes de charge normaux. Mais à finaliser, on va communiquer dès que la décision finale est prise là-dessus. Mais en principe, c'est une possibilité. Merci pour la réponse. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions parce qu'après, il y a eu pas mal de commentaires qui ont été répondus entre les participants. Il y a encore le point de M. Hazard qui indique que le tracteur H2 est réel pour vérifier des fraudes sur l'utilisation des carburants. Oui, c'est clair, des véhicules peuvent avoir de tels systèmes, mais peut-être dans le nouveau règlement qui est élaboré sur les CO2 emission standards for heavy duty vehicles, peut-être évidemment de tels cas de figure puissent être pris en compte pour qu'on puisse aussi les qualifier si l'utilisation est bonne comme un véhicule à zéro émission. Merci. Ok, super, merci beaucoup. Je pense que maintenant, on a fait le tour. Et de toute façon, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, vous pouvez envoyer un email à l'adresse email qui a été indiquée avant, c'est l'adresse du ministère de l'économie, borne avec S à la fin, @eco.eta.lu, ou à l'adresse de luxinnovation, aide avec S à la fin aussi, @luxinnovation.lu. Et en fait, comme indiqué avant aussi, Luxinnovation peut vous aider à vérifier les critères d'éligibilité et accompagner vos projets jusqu'à la soumission au ministère de l'économie. Voilà. Et un grand merci à tous les participants qui ont assisté à ce webinaire et aussi à Gilles, Randy et Xavier pour leur intervention et leurs réponses. Bon après-midi et au revoir. Au revoir.